Aujourd'hui, les Anglais recréent un moment clé de leur histoire, la bataille d'Hastings. Féroce et meurtrière, cette bataille ressurgit du passé grâce à des milliers de passionnés. Voyage dans le temps près de 1000 ans en arrière, à l'époque où l'Angleterre va devenir normande. Je m'appelle Rebecca et je gère la Household Anglo-Norman Living History Society, un groupe de volontaires qui recrée le mode de vie du 11e siècle. Je prépare le feu pour cuire cette pièce de viande. Nous avons dépecé un daim sur cette table hier et il devrait nous permettre de nourrir la troupe tout le week-end. Tout comme les traditions culinaires, l'Angleterre a été fortement influencée par l'apport des Normands. Cette nation insulaire s'est forgée grâce à la forte influence des Européens et en particulier des Français. C'est en quelque sorte ce que des milliers d'Anglais vont célébrer au cours du week-end. C'est dans la peau d'un personnage qui a vécu il y a plus de 950 ans que Rebecca Tison se retrouve. Originaire de Birmingham, dans la région centrale de l'Angleterre, la jeune femme va vivre l'une de ses plus importantes expériences de reconstitution historique dans son pays. Elle joue non seulement le rôle d'une cuisinière du Moyen-Âge, mais aussi celui d'un combattant durant la bataille qui va bientôt se dérouler au pied du château millénaire. L'histoire me passionne. Ça m'intéresse de savoir comment on faisait les choses il y a longtemps. Je crois qu'après avoir lu tout ça dans les livres, c'est logique de vouloir essayer par moi-même. J'ai étudié l'archéologie à l'université et c'est une science qui se concentre surtout sur les vestiges physiques. Je voulais essayer d'expérimenter moi-même ces choses que j'ai étudiées. Quand je lisais des recettes, par exemple, je me demandais qu'est-ce que ça pouvait bien goûter ou comment les gens vivaient-ils. Rebecca a cofondé un groupe de reconstitueurs. Ils sont une trentaine de personnes qui, comme elle, partagent la même passion de l'histoire très riche de leur pays. C'est avec un grand souci d'authenticité que la jeune femme scrute les moindres détails. Si vous vouliez rejoindre le groupe, vous pourriez commencer par la milice. Il faut seulement une lance et un casque, alors ça ne coûte pas cher. Nous dormons dans de vraies tentes, mais on peut aussi utiliser des équipements de plastique. Puisque l'immersion est au cœur de ce que nous faisons, nous préférons faire comme les gens de l'époque. Chaque groupe a ses propres critères, mais le nôtre implique un certain investissement financier pour reconstituer les choses comme nous le faisons. Du haut des tours de l'abbaye, la petite ville de Battle, dans le Sussex, semble bien calme. Pourtant, un grand rassemblement va briser la quiétude habituelle de la campagne anglaise. Venus de tout le pays, mais aussi de plus loin, comme du Canada, d'Australie, d'Europe ou encore des États-Unis, des adeptes de la reconstitution convergent pour faire revivre la bataille d'Hastings comme jamais. Cette année, c'est encore plus spécial que d'habitude, parce que c'est le 950e anniversaire de la bataille d'Hastings. On organise une reconstitution chaque année parce qu'on aime faire revivre l'histoire. On veut que les participants vivent et respirent comme s'ils avaient vécu il y a 950 ans. Cette année, en raison de l'anniversaire, l'événement est plus imposant que d'habitude. Il y a plus de 2000 reconstituteurs sur le site, prêts pour la bataille de cet après-midi. C'est le plus important rendez-vous historique dans toute l'Angleterre, et particulièrement cette année. Si cette bataille tient une place importante dans le cœur des Anglais, c'est que le sort des armes allait marquer à tout jamais le destin de tout un peuple. Ça nous ramène à la réalité. Comment c'était il y a 950 ans? Comment on vivait et comment on vit encore aujourd'hui. Si la bataille d'Hastings n'avait pas eu lieu ici, notre façon de vivre et de travailler, notre architecture, notre langue et notre alimentation seraient totalement différentes. Quand les Normands ont remporté la bataille, ils ont transformé l'Angleterre.
La bataille d'Hastings est une affaire de famille qui va finir dans un bain de sang. Elle survient peu de temps après la mort du roi Édouard. Son petit-neveu Harold accède au trône avec l'appui de l'aristocratie anglaise. Mais un autre prétendant, Guillaume le Conquérant, qui règne sur le duché de Normandie, dans le royaume de France, réclame pour lui la couronne puisque sa mère est la nièce du roi défunt. La guerre de succession va donc opposer l'armée du roi proclamé des Anglais Harold à celle du prétendant Guillaume, qui franchit la Manche avec une troupe bien équipée. Le 14 octobre 1066, il affronte l'armée du roi Harold, qu'il bat à Hastings dans le Sussex. Sa victoire marque le début d'une grande dynastie, mais aussi la transformation d'une société désormais sous influence de la culture française. Certains mots anglais sont dérivés de la langue française de cette époque, surtout des mots en lien avec la nourriture ou les animaux. On dit pig en anglais, mais pork provient d'un mot français. Tout dans la société a changé. Si vous étiez un seigneur possédant une terre et que vous aviez été défait à Hastings, vous n'aviez plus de terre à votre retour. Déjà, il fallait avoir la chance de s'en sortir vivant puisque beaucoup d'anglo-saxons sont morts sur le champ de bataille. Et vous étiez soudainement déshérité parce que votre terre avait été donnée à un des amis de William qui l'avait amené avec lui de la France. Le récit de la bataille et des causes du conflit ont traversé les ans grâce à la fameuse tapisserie de Bayeux, qu'on attribue à l'épouse du conquérant, la reine Mathilde. Avec sa description latine, cette longue pièce de tissu de près de 70 mètres est considérée comme la première bande dessinée de l'histoire. On y retrouve en images, et dans les moindres détails, les vêtements, les armes, les bateaux et les personnages de l'époque médiévale, un trésor inestimable. Rebecca a réalisé une version bien personnelle de la célèbre tapisserie. C'est ma version de la tapisserie de Bayeux. Ce n'est pas une scène qui en est tirée, mais le style est similaire. J'ai remplacé certains des personnages de la tapisserie par des membres de notre groupe. Ici, c'est moi dans cette robe bleue. C'est notre façon d'être authentique, mais de rendre ça personnel. Ça m'a pris 1 an et demi. Dans le camp des Anglais, on se prépare au combat. Kyle et Matthew en profitent pour affiner leur technique. Kyle est un enseignant canadien, Matthew, un charpentier anglais, passé maître dans le maniement de l'épée. Slay me, fool. That guy had a sword to my chest. Hey, That's a minor wound for what just happened. yeah, you're pretty lucky on that. Yeah. Notre groupe s'entraîne 1 fois par semaine. Je m'assure qu'ils sont bien entraînés et qu'il n'y a pas de danger. Il y a de nombreux protocoles de sécurité à respecter. Et il faut avoir confiance en ses partenaires sur le terrain. Il faut se fier à ses compétences et à son propre instinct pour se protéger et protéger les autres autour de soi. En général, on s'investit beaucoup dans ce groupe parce que tout ça coûte très cher. Les gens viennent ici parce qu'ils adorent ça. On ne vient pas ici pour blesser les autres. Et si quelqu'un le fait, il doit partir immédiatement. On ne veut pas de ça ici. Pour les gens qui regardent, le combat peut avoir l'air complètement fou, mais tout le monde ici s'amuse et fait ce qu'il aime. On passe un bon moment. Pour Kyle, le moment est bien choisi pour montrer à ses parents, venus spécialement du Canada, ce qu'est la reconstitution historique. Mom, Dad, this is Matt Town. Hi, nice to meet you. Ron and Alberta. Ron, hi. What time is it about? 3 o'clock. I'm about to... And you're about to get killed at what time? 3:55. I lasted till almost the very end. All right. We saw a guy... Les parents de Kyle commencent à mieux comprendre le passe-temps de leur fils. Une activité qu'ils pratiquaient déjà au Canada, mais qui suscite ici en Angleterre encore plus d'engouement.
C'est la première fois que mes parents voient un événement du genre. Alors je suis très heureux qu'ils aient pu voir le 950e anniversaire de la bataille d'Hastings. Au moins, ils peuvent maintenant comprendre pourquoi je fais ça. Quand je suis revenu du Royaume-Uni, j'ai entreposé mes affaires chez eux pour quelques semaines et ils se demandaient « Pourquoi as-tu des épées et des armures ?» Mieux vaut ne pas demander. Quand le soleil se couche, tous se rassemblent autour du feu. C'est l'heure magique où les ombres du passé se mélangent à celles du présent et où les conversations traversent les âges. Ici, tous les participants ne sont pas venus se battre. On y vient avant tout pour le symbole que représentent les lieux. Venir à Hastings, c'est un pèlerinage. Hein. C'est venir sur un lieu de mémoire, c'est quand même quelque chose de significatif. Pour certains, le rendez-vous d'Hastings est l'occasion de montrer un savoir-faire hérité d'une longue tradition. Moi, je suis dans une classe de la société au XIe siècle qui est vraiment l'artisanat. Je suis pas un guerrier, je suis pas un militaire, je vais pas me battre, je vais pas aller me tuer. Je suis la logistique, quoi, en fait. Je suis le côté technique. Ce qu'on travaille, en fait, quand on est sur les camps, c'est un lien social, un lien qu'on a entre les gens. On a le temps de se voir, de se parler, de s'asseoir, manger ensemble. Et ça, moi, je trouve que c'est ça qui est important. On a le temps de travailler, c'est pas urgent, quoi. Ça va être fait. Tout prend son temps. En plus, voilà, on travaille à la main. Hein. C'est les soufflets, c'est le charbon de bois. C'est vraiment à l'ancienne. Hein. On n'a pas l'électricité. Et du coup, on est calme, quoi. Beaucoup préfèrent fabriquer eux-mêmes leurs vêtements, quitte à y passer des heures de travail. D'autres, comme Matthew, achètent ce dont ils ont besoin, car ils n'ont pas le choix. Je n'ai ni l'équipement, ni les compétences pour faire des épées. Donc c'est 280 livres que j'ai dépensé pour ceci. C'est cher. Tout ce que je porte en ce moment m'a probablement coûté entre 1000 et 1500 livres. J'ai aussi mon propre matériel de campement. C'est assez dispendieux. On n'a pas besoin de dépenser autant. Mais si on veut porter les meilleurs équipements, des pièces d'orfèvrerie et les à côté, ça vaut la peine d'investir pour avoir fière allure. Presque tout le monde ici le fait parce qu'ils aiment ça. C'est la même chose que pour un passionné de cyclisme qui investirait tout son argent dans son vélo, par exemple. Ou un passionné de tir qui achèterait des armes. Nous, on se paie des épées, des armures et des coiffes. Du côté des Normands, Rebecca se prépare. C'est un capuchon protecteur qui recouvre ma tête quand je porte ma cotte de maille. La bataille va commencer dans peu de temps. Déjà, les milliers de visiteurs convergent au pied du château où les troupes du roi Harold et celles de Guillaume le Conquérant vont bientôt s'affronter. Pour la jeune femme, l'opération n'est pas si simple. Je peux le faire moi-même, mais ça va me permettre d'y arriver du premier coup. La cotte de maille qu'elle enfile, qu'on appelle aussi le haubert, pèse plus de 15 kilos. Elle devra supporter ce poids et le reste de son équipement pendant des heures. J'ai aussi ma ceinture qui va amortir une grande partie du poids qui se trouve présentement sur mes épaules. Quand elle sera installée sur ma taille, elle va relâcher un peu de pression. La transformation est finalisée. Il ne reste plus que le casque pour que Rebecca se retrouve dans la peau d'un redoutable fantassin du Moyen-Âge. Quand je suis au combat, je me couvre la bouche avec cette pièce ici. Les autres ne peuvent pas deviner que je suis une fille. Je suis emballée. C'est agréable et c'est pour ça qu'on le fait. J'ai hâte de combattre avec mon groupe parce que ce sera une grande bataille. Nous allons nous amuser. Mais se battre avec des gens que nous ne connaissons pas permet aussi de mettre nos aptitudes à l'épreuve. On se bat toujours entre nous, alors c'est bien de se battre avec des étrangers. On va peut-être se faire tuer et se dire « Je ne me suis pas bien défendu, je dois m'en souvenir pour la prochaine fois ». Il faut vérifier qu'il n'y a pas de coin tranchant ou de bavure qui pourrait blesser quelqu'un. Il y a toujours un risque, mais au moins on s'assure qu'ils ne vont pas tuer quelqu'un accidentellement.
Les commandants veulent savoir où sont leurs unités. Par exemple, ils savent que le drapeau rouge et blanc avec une croix représente notre groupe et ils peuvent savoir où il se trouve. Les couleurs varient selon les groupes et ça nous permet de nous identifier. Ça peut aussi servir à nos adversaires parce que s'ils savent à quoi ressemble le drapeau de William, ils peuvent le cibler. Les drapeaux suivent toujours les gens qui y sont associés. Quand Guillaume traverse la Manche avec son armée et débarque dans le Sussex à la fin du mois de septembre, il ne rencontre aucune résistance. Le roi Harold se trouve en fait dans le nord du pays où il se bat déjà contre d'autres ennemis, les Vikings venus de Scandinavie. Eux aussi ont décidé de s'emparer de l'Angleterre. L'armée d'Harold réussit à chasser l'envahisseur à Stamford Bridge et ce n'est qu'à son retour à Londres qu'il apprend que Guillaume l'attend à son tour au château d'Hastings. Malgré l'état de fatigue de son armée, le roi Harold se précipite au-devant de son rival en soumettant ses hommes à une marche forcée. Ils mettront moins d'une semaine pour couvrir la distance entre Londres et le lieu de l'affrontement où l'attendent de pied ferme les Normands. Un exploit pour l'époque, mais qui achèvera ses troupes. C'est sur le terrain même où se sont affrontés leurs ancêtres que les reconstitueurs prennent position. Les Anglais, au premier plan, forment un mur qui semble impénétrable, que vont tenter pourtant de percer les Normands. Ils devaient vraiment avoir peur. Mais quelqu'un comme moi aurait été un soldat professionnel et aurait eu un excellent équipement. De plus, je me battrais avec d'autres soldats de métier, alors, tant et aussi longtemps que nous serions regroupés lors du combat, rien de grave ne pourrait nous arriver. Guillaume le Conquérant dispose d'une armée forte de 10 000 hommes, dont la moitié sont des fantassins. 2 000 cavaliers mèneront des actions de harcèlement durant le combat. Le grand avantage des Normands repose sur les archers qui déclencheront une pluie de flèches pour affaiblir les fantassins anglais et briser leur résistance. Le roi Harold dispose d'autant d'hommes, mais compte sur beaucoup moins d'archers que son rival. La plupart d'entre eux ont été tués lors du combat contre les Vikings quelques jours avant. Les Anglais sont cependant avantagés du fait qu'ils occupent une position défensive sur la crête. Ils se battaient pour leur pays. Cette bataille a été décisive, car en cas de défaite, tout risquait de changer. Il fallait se battre pour ses principes, et l'ennemi se battait pour les siens. Ils se battaient pour leur famille, leur pays, leur maison et tout ce qu'ils possédaient. Il y avait beaucoup en jeu. À l'époque, ils risquaient de tout perdre. C'était vraiment tout ou rien lors de ces batailles. Il fallait tuer l'ennemi pour espérer retourner à la maison et revoir sa famille. Tout était en jeu pendant les combats. Harold est protégé par sa garde personnelle, les redoutables housecarls, armés de grandes haches capables de tailler en pièces les armures adverses. Heureusement, aujourd'hui, tout n'est qu'un jeu. J'aime combattre. C'est amusant. C'est un bon exercice. On peut le faire avec des amis et c'est très compétitif. Alors même si on sait que les Normands vont gagner, on ne sait pas encore combien d'entre nous vont survivre. On peut mourir ou pas. C'est plutôt excitant. Pendant une bataille, on a une montée d'adrénaline. Parfois, on est touché et on ne s'en rend même pas compte. Tout le monde crie autour de nous. La bataille se déroule sur la colline, alors on a l'avantage de l'altitude. C'est génial pendant le combat parce que ça arrête le déplacement. Le fait de ne pas trop bouger permet de conserver plus d'énergie, ce qui est bien. Mais oui, c'est épuisant, surtout lorsque ce sont de longues batailles. Il y a beaucoup de mouvements et de poids à supporter. Les boucliers pèsent une tonne. C'est vraiment épuisant. Les flèches pleuvent sur les fantassins du roi Harold, qui se protègent du mieux qu'ils peuvent avec leurs boucliers. Les Normands sont surpris par la résistance des Anglais. Ceux-ci récupèrent les flèches de leurs ennemis et répliquent avec vigueur. Les fantassins des deux camps vont s'affronter au corps à corps. Les cavaliers normands chargent à leur tour, mais les Anglais sont tenaces et résistent aux vagues d'assaut.
C'est un travail d'équipe. Si j'étais seule, je n'aurais pas la moindre chance devant 500 Saxons qui souhaitent ma mort. Mais puisque je serai accompagnée de 30 de mes amis, ce sera beaucoup plus difficile pour eux. Le combat est mal engagé pour les hommes de Guillaume, qui commencent à faiblir. Profitant de la situation, les troupes anglaises vont se lancer à la poursuite des Normands, dans l'espoir de les anéantir. La rumeur de la mort de Guillaume se répand parmi les hommes de sa troupe. Celui-ci enlève son casque pour qu'on le reconnaisse et chevauche sur la ligne de front pour montrer qu'il est toujours vivant. Cette manœuvre va porter ses fruits. Ces guerriers se ressaisissent et, avec une énergie nouvelle, finissent par percer les lignes de leurs ennemis. Le roi Harold est atteint mortellement par une flèche plantée dans un œil. La bataille d'Hastings s'achève sur la défaite des Anglais. Guillaume le Conquérant gagne la bataille et devient le nouveau souverain d'Angleterre. Quand je viens ici et que je passe du temps au camp, à la forge, sur le champ de bataille, ou à entendre les autres discuter, j'apprends beaucoup de choses et j'améliore mes connaissances. C'est vraiment inestimable pour nous. J'ai toujours été intéressé par cette époque, mais maintenant mon intérêt s'est approfondi et je comprends beaucoup mieux. Je me dis, ah, c'est pour ça qu'ils portaient ceci ou faisaient cela. Ou encore, voici pourquoi tant de gens mouraient sur le champ de bataille. Tout s'explique. On doit avoir du respect pour ces gens du passé. Ils étaient comme nous. Ils avaient des espoirs, des peurs et des rêves. Si on a peur, ils ont sûrement eu peur aussi. S'ils étaient désorientés, on le sera sans doute aussi aujourd'hui. Il faut être reconnaissant de ce qu'ils ont fait, sinon on risque de commettre les mêmes erreurs. Il faut tirer des leçons de l'histoire. La bataille d'Hastings fut l'une des plus meurtrières de tout le Moyen Âge. Elle se déroula du matin jusqu'au soir, une durée exceptionnelle pour l'époque, due à la puissance des Normands et à l'extraordinaire résistance des Saxons. On ignore encore de nos jours le nombre exact de victimes à l'issue de cette journée fatidique. Les historiens estiment qu'un combattant sur 2 serait mort sur le champ de bataille. Il y a certainement une part de fierté nationale. En tant qu'Anglais, nous avons été impliqués dans de nombreux événements historiques. Il s'est passé tellement de choses. Il y a eu beaucoup de conquêtes de l'époque des Romains jusqu'à aujourd'hui. Il s'est passé tellement de choses ici. On peut complètement se perdre dans tous ces pans de l'histoire, mais ils valent la peine qu'on s'en souvienne. La légende veut que le corps du roi Harold ait porté de nombreuses blessures et que son visage ait été méconnaissable. Il fallut même recourir à sa concubine pour identifier le roi, grâce à des marques qu'elle était la seule à connaître. C'est d'ailleurs sur ce tableau, au milieu des morts et des blessés, que va s'achever cette reconstitution chère au cœur des Anglais, peu importe leurs origines, saxonnes ou normandes. Nous ne sommes pas anglais, nous sommes européens, parce que quand les Français sont arrivés en tant que soldats de William, ils se sont installés ici. Ils ont amené leurs familles, fréquenté les gens du coin et marié les femmes de chez nous. Il faut se rappeler qu'on a des liens très étroits avec les pays voisins. Il est important d'assurer l'entretien des sites historiques parce qu'on doit enseigner aux gens ce qu'ils représentent, leur montrer pour qu'ils comprennent. Sinon, ils vont se demander pourquoi dépenser autant d'argent pour entretenir des bâtiments en ruine. C'est parce qu'ils sont très importants, beaux et exceptionnels.